Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Nous allons évoquer aujourd'hui la question des otages politiques. Alors les otages politiques, c'est une réalité du monde contemporain, mais c'est aussi une réalité du monde antique. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu malheureusement des otages politiques. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas aujourd'hui vous parler des otages politiques de l'Antiquité, ça ne nous concerne plus. Nous allons parler du présent, de l'histoire du présent, et j'ai deux invités. Le premier, c'est André-Louis Dubois, vous êtes avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, et vous êtes l'administrateur de la FICIP. Mais vous nous direz dans un instant ce qu'est la FICIP. Mon second invité est François Van den Dries, et vous êtes, vous, membre du comité Ingrid Betancourt. Alors, bien sûr, Ingrid Betancourt, c'est l'otage politique dont on parle peut-être le plus pour l'instant. Vous-même, Maître Dubois, vous agissez en faveur de la libération d'Ingrid Betancourt. Et la FICIP, ça cache dans l'énoncé de cette abréviation, il y a Ingrid Betancourt quelque part. Expliquez-nous. Mais en 2002, le lendemain de l'enlèvement d'Ingrid par les FARC, plusieurs personnes se sont ruées sur Internet pour essayer d'obtenir des renseignements. Et toutes ces personnes sont tombées sur un site Internet d'une personne qui s'appelle Armand Burquet, qui habite Rosières, et qui avait fait un site pour l'éducation, tout simplement. Il travaillait avec les écoles et avait consacré 3 pages, très exactement 3 pages sur son site à Ingrid Betancourt dans le cadre de la Journée de la femme en 2001. Et toutes ces personnes se sont interrogées, ont envoyé un mail sur ce qu'elles trouvaient dans les moteurs de recherche sur Internet et sont tombées sur ce site-là, le site d'Armand, se sont rencontrés et les comités Ingrid Betancourt sont nés de ces 3 pages Internet et ont bien évolué depuis et se sont fédérés. Donc toutes les comités Ingrid Betancourt à travers le monde se sont fédérés, enfin presque tous, sous le nom de Fédération internationale des comités Ingrid Betancourt, FICIB, Fédération internationale qui se bat non seulement pour Ingrid Betancourt, mais aussi pour tous les otages de Colombie. Alors vous parlez des otages de Colombie, on pourrait parler d'autres otages, on y reviendra dans un instant, mais vous nous expliquez, vous venez de nous expliquer en fait pourquoi on parle tellement, parmi tous les otages politiques que compte malheureusement notre planète, pourquoi on parle en particulier d'Ingrid Betancourt, c'est parce que nous avons à notre disposition aujourd'hui des moyens d'information informatique que peut-être d'autres otages politiques, dans un passé un peu plus lointain, mais pas tellement lointain, n'ont pas eu le bonheur de connaître. Nous reviendrons dans un instant sur ces otages politiques. Mais j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre d'essayer de définir le concept d'otage politique. Parce qu'on peut être otage par les faits de pratiques crapuleuses, de pratiques de voyous qui essayent d'obtenir des versements de rançon. Qu'est-ce que c'est que l'otage politique? François Van den Dries, qu'est-ce que c'est qu'un otage? Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on se met du côté du ravisseur,
soit on se met à côté Non, de la victime. nous, on n'est pas, nous, à la pensée les hommes, on n'est pas du côté du ravisseur. D'accord. Mais en effet, je pense qu'il y a deux qu'on peut voir façons de voir les choses, oui. comme dans chaque fois qu'on parle bien d'un, sûr. et en particulier lorsqu'on parle d'un conflit politique, il y a toute une série de ravisseurs de par le monde qui vont vous expliquer, qui vont vous prouver par A plus B qu'ils ont d'excellentes raisons, et des raisons parfois très morales, de vouloir enlever d'autres personnes et d'avoir... Alors là, vous m'interpellez. Quand vous dites des raisons très morales, est-ce qu'il y a quelque chose de moral dans l'histoire, hein, on peut remonter à César, mais est-ce qu'il y a quelque chose de moral à prendre quelqu'un en otage en vertu d'une idéologie politique, par exemple? Est-ce que c'est moral, Eh bien, ça? sans remonter jusqu'à César, au Moyen-Âge, c'est quelque chose de tout à fait courant. Ah non, je sais que c'est... Non, je sais. Dans l'Antiquité, dans le Moyen-Âge, c'est courant. Mais est-ce que c'est moral? De notre point de vue, non, évidemment. C'est quelque chose qui est contraire à toutes les lois de la morale, de vouloir mettre la main sur une personne et de vouloir s'en servir comme d'un levier, comme d'un moyen de pression pour obtenir quelque chose de la part d'une autre personne. Mais il est clair qu'il y a une série de ravisseurs qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peuvent en arriver à un point tel dans leur combat politique ou dans leur combat idéologique en disant on n'a plus que cette solution-là. Ou bien on a cette solution-là qui nous passe à portée de main, et tant pis si on marche un peu sur les pieds de la morale, mais enfin on va quand même arriver à faire parler de nous. Et vous dites, on n'a plus que cette solution-là. Mais ça ne concerne qu'une personne, ou dans le cas d'Ingrid Betancourt, que vous connaissez bien, ça ne concerne que quelques personnes. 10, 20, 30 personnes. Alors on pourrait fermer les yeux sur ces personnes en se disant, ben, on les sacrifie. Hein, on les sacrifie, on les oublie, que les ravisseurs les exécutent, etc. Il y a quelque chose là qui est extrêmement troublant de la part de ceux qui prennent des otages, donc de la part des ravisseurs, oui. Non, je voulais dire que ce serait ça qui serait moralement indéfendable, c'est de laisser ces gens là où ils sont. En effet, les ravisseurs auront toujours plein de raisons pour vous dire on a pris telle ou telle personne en otage. Dans le cas d'Ingrid, c'est une adversaire politique. Dans le cadre des autres otages de Colombie, c'est parce que tel est un sénateur, tel est un militaire, tel est un policier qui représente donc l'adversaire. Donc pour eux, c'est presque normal de les prendre comme otages. Même en Birmanie, on peut faire le parallèle avec Aung San Suu Kyi, qui, elle, est détenue en otage, on peut appeler ça ainsi, par un gouvernement. Par un gouvernement, En oui. fait, Enfin, par un écoutez, gouvernement tout à non, fait. mais enfin, écoutez, non, il y a écoutez, un non, putsch écoutez, militaire. soyons sérieux. Est-ce que nous, en Belgique, nous avons des adversaires, par exemple, dans des factions d'extrême droite flamandes? Est-ce que nous allons les prendre en otage? Ah, mais ça, il faut voir. Là, on peut peut-être revenir sur le point de vue historique. En fait, la prise d'otage fait partie de l'art de la guerre. De l'art de la Donc, guerre. nous faisons mal il faut la guerre. On ne fait pas la guerre. On ne fait pas la guerre. Mais dans des pays où on fait la guerre, où les oppositions entre un camp et un autre camp sont à ce point exacerbées, c'est quelque chose de parfaitement courant de prendre en otage. Bon. Oui, mais vous dites courant, donc c'est que vous acceptez en quelque sorte cette réalité qui est extrêmement choquante. Alors, il y a des choses qui tout, sont il faut la passées, mettre. il y a des choses qui sont passées au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité ou même à l'époque contemporaine qui maintenant nous choquent parce que nous avons d'autres repères. Et quand on pense aux prises d'otages qui ont lieu actuellement dans le monde en 2007, il y a des choses qui nous choquent aussi, mais nous ne vivons pas dans ces pays-là. Et là, je crois que c'est peut-être aussi une façon de voir, et je n'excuse rien en disant ça, mais est-ce qu'on peut réellement comprendre le problème de prise d'otage, par exemple, dans la bande de Gaza? Je pense aux 2 soldats israéliens qui sont maintenant détenus, si je ne fais pas d'erreur, par le Hamas, mais je n'en suis pas plus sûr que ça, mais en tout cas par une faction islamique de la bande de Gaza. Est-ce qu'on peut nous porter un jugement objectif et complet sans vivre en Israël, sans vivre en la bande de Je pense qu'on peut Gaza? quand même porter un jugement en estimant, mais que ce soit les otages des FARC en Colombie, ou que ce soit les otages du Hamas dans la bande de Gaza, ou que ce soit les otages de telle ou telle faction au Moyen-Orient, on peut estimer que la prise d'otage est un acte profondément immoral. Parce qu'on fait pression sur une personne qui n'est pas entièrement responsable. C'est un acte immoral, ça c'est clair. De la politique. C'est un acte immoral, ça c'est clair. Mais je pense aussi qu'il est difficile de se mettre dans la peau de gens dont on ne vit pas nécessairement la même situation. Ah, Quelqu'un qui est poussé à bout. Oui. Je vais prendre un autre exemple, parce que c'est un mot qu'on utilise parfois à tort et à travers, mais quand il y a une grève de cheminots, par exemple, ou de conducteurs de bus, en disant... Oh là là, on va rentrer sur un terrain ils prennent très les gens en dangereux. otage. Oui, ils prennent les gens en otage. C'est une expression qu'on a...
Alors, est-ce que c'est réellement ça que le gréviste veut faire, prendre le public en otage, ou bien est-ce que ça sert d'un moyen de pression? Oui, mais Et quand il on fait pense pression au FARC, sur ses employeurs, mais aussi sur ses clients. Hein. Quand Voilà. le conducteur de train qui s'arrête, bon, il veut faire pression sur son employeur, mais il fait aussi pression sur les personnes qui doivent aller travailler. Et ces personnes-là se trouvent que c'est pas juste et demandent à l'État d'organiser un des systèmes. Ça, c'est une critique qui nous a déjà été faite au comité Ingrid Betancourt en disant oui, vous parlez d'Ingrid Betancourt, mais est-ce que vous lui rendez réellement service? Est-ce que vous ne faites pas monter sa valeur? Non, moi je dirais moi je dirais pas ça. Mais je dis est-ce que ceux qui prennent des otages ont une valeur quelconque? Je veux dire, c'est la négation de l'humanité. Le fait de prendre des otages, c'est la négation de l'humanité. Parce qu'on se sert d'un homme ou d'une femme, en l'occurrence, ici pour Ingrid Betancourt et sa secrétaire ou sa conseillère politique. Hein, parce qu'il y a plusieurs personnes. Hein, quand on dit Ingrid Betancourt, c'est plusieurs personnes autour d'elle. C'est le porte-drapeau d'un problème beaucoup plus général que ça, effectivement. C'est quelque chose de profondément choquant. Oui, je crois qu'il faut éviter de poser des jugements en tant qu'occidentaux qui vivons dans des pays en paix. Oui, dans la prise d'otage ne se passe que dans des pays en guerre, où, aussi immoral que ce soit, les ravisseurs trouveront plein de raisons morales pour accomplir leurs méfaits. Et je crois que dans les pays occidentaux, nous ne devons pas donner trop de leçons, puisque si je pense ne fût-ce qu'à mon père était considéré comme terroriste lors de l'occupation allemande. À la Libération, il était un héros. Non, il était considéré comme terroriste par l'occupant. Il n'était pas considéré comme terroriste par les citoyens belges qui étaient sous la botte nazie. Oui, il a tout de même été dénoncé. Oui, mais ça c'est une... Oui, donc vous voyez que le monde et les situations sont parfois plus compliquées qu'elles ne paraissent. Non, c'est certain, mais quand on regarde un peu l'histoire récente et qu'on voit que tel journaliste a été emprisonné pendant des mois, voire pendant des années, alors que le journaliste, lui, son métier, c'est de rendre compte de ce qui se passe, il n'a pas nécessairement, ou il n'a pas ouvertement nécessairement exprimé sa position à l'égard de telle ou telle question politique. On s'en prend à lui, on le retient pendant des mois, des années. Hein, on connaît le cas de Florence Aubenas. Bon, on dira que dans ce cas-là, il y a peut-être eu des pressions crapuleuses plutôt que des pressions politiques. Mais dans le cas de Jean-Paul Kaufmann, qui a été des mois emprisonné au Liban, il y a quelque chose là qui révolte la conscience. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. Mais bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous sommes engagés à la libération des otages de Colombie. Ça fait pour nous, qui sommes parmi les plus anciens dans le mouvement, ça fait pratiquement 6 ans. Alors c'est certainement pas à nous qu'il faut essayer de persuader que c'est immoral. C'est en effet immoral, puisqu'il est aussi immoral. C'est là qu'on en revient aux situations de crise qui peuvent exister dans certains pays. Il est tout aussi immoral pour un gouvernement de ne pas réagir, de ne pas vouloir négocier avec les ravisseurs. Et pourtant, c'est quelque chose de parfaitement commun. Comme disait le député européen Liepitz au Parlement européen il y a un bon mois, tout État a intérêt à étouffer une affaire d'otage. Aussi bien l'État dont le national a été enlevé que l'État où ça s'est passé. Donc la Colombie, pour le cas d'Ingrid Betancourt et des otages de Colombie, avait tout intérêt à ce qu'on n'en parle pas. Et la France a intérêt qu'on en parle, et d'ailleurs le président de la France a essayé d'intervenir. Pas au départ. Au départ, la France n'intervenait pas parce que ça ne fait pas bien vis-à-vis de l'opinion publique d'avoir un national, même si dans le cas d'Ingrid, elle n'est que nationale par mariage, détenue en otage quelque part. Alors ça arrangerait tout le monde qu'on n'en parle pas. Et c'est là que des mouvements comme le nôtre doivent intervenir en tant qu'être humain et réagir, se dire c'est pas juste. Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est immoral. Il faut bouger. De dire que c'est immoral, ça c'est un fait, et de dire c'est absolument
infâme de faire ces choses-là, mais en même temps, les personnes qu'on a en face de nous, on est quand même bien obligé de négocier avec elles. Tout à fait. Parce que de dire ce que vous faites est absolument infâme et je ne veux pas vous voir, je ne veux pas entendre parler de vous, mais bon, que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut... Je veux dire, les négociateurs occidentaux, je ne parle même pas des Colombiens dans le cas d'Ingrid Betancourt ou de ce qui se fait en Israël ou en Irak, on est quand même obligé on est bien obligé de composer avec la personne qui détient, avec le groupe de personnes qui détient un otage. Après, lorsque ce sera terminé, on pourra dire aux FARC, on pourra dire au Hamas, on pourra dire aux uns et aux autres ce que vous avez fait est vraiment scandaleux et d'ailleurs nous allons vous éliminer parce que, etc., etc. Mais tant qu'ils ont les otages, on est bien obligé de composer avec eux. Oui, vous dites, mais vous avez raison, hein, on est obligé de composer avec eux. Mais il y a une question un peu antérieure. Est-il possible de composer avec eux? On voit bien dans la situation d'Ingrid Betancourt, ça fait des années que cette personne est prisonnière, qu'elle est un otage. Est-ce qu'il est possible de négocier avec les FARC? On doit le faire, parce que si on ne le fait pas... On doit essayer de le faire, hein, on doit essayer de le faire, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que... c'est possible, ça s'est même passé. Dans le cas des otages de Colombie, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu James Lemoine pour les Nations Unies, il y a eu... Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est immoral, il faut bouger. De dire que c'est immoral, ça c'est un fait, oui. Et de dire que c'est absolument infâme de faire ces choses-là, mais en même temps, les personnes qu'on a en face de nous, on est quand même bien obligé de négocier avec elles. Tout à fait. Parce que de dire ce que vous faites est absolument infâme et je ne veux pas vous voir, je ne veux pas entendre parler de vous, mais bon, que se passe-t-il? Est-ce qu'il faut... Je veux dire, les négociateurs occidentaux, je ne parle même pas des Colombiens dans le cas d'Ingrid Betancourt ou de ce qui se fait en Israël ou en Irak, on est quand même obligé de composer avec la personne qui détient, avec le groupe de personnes qui détient un otage. Après, lorsque ce sera terminé, on pourra dire aux FARC, on pourra dire au Hamas, on pourra dire aux uns et aux autres ce que vous avez fait est vraiment scandaleux et d'ailleurs nous allons vous éliminer parce que, etc., etc. Mais tant qu'ils ont les otages, on est bien obligé de composer avec eux. Oui, vous dites, mais vous avez raison, hein, on est obligé de composer avec eux. Mais il y a une question un peu antérieure. Est-il possible de composer avec eux? On voit bien dans la situation d'Ingrid Betancourt, ça fait des années que cette personne est prisonnière, qu'elle est un otage. Est-ce qu'il est possible de négocier avec les FARC? On doit le faire, parce que si on ne le fait pas... On doit essayer de le faire, hein, on doit essayer de le faire, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que... c'est possible, ça s'est même passé. Dans le cas des otages de Colombie, il y a eu plusieurs tentatives. Il y a eu James Lemoine pour les Nations Unies, il y a eu Monseigneur Castro qui a négocié, qui est arrivé très très loin pour l'Église colombienne, il y a eu Fruling qui est un négociateur pour la Suisse, et puis un duo franco-suisse, et maintenant, tout récemment, le président Chavez. Bon, tous ces gens ont tenté de négocier, ont tenté de mettre les gens à table, et malheureusement, nous retombons sur le côté obstiné des deux protagonistes, et ici spécialement dans le cas du président Uribe, qui, une fois de plus, une fois qu'on arrivait tout près de négociations, ou qu'il y avait une petite flamme qui pouvait permettre un certain espoir, l'a éteint juste au moment où elle s'allumait. Mais je vous dirais, mais qui négocie? Nous connaissons le cas de cet universitaire américain qui a été capturé à Beyrouth. Les Américains, les États-Unis, le gouvernement des États-Unis dit toujours urbi et orbi, nous ne négocierons pas. Tous les gouvernements disent ça. Oui, peut-être. Aucun gouvernement ne négocie jamais avec les otages et aucun gouvernement ne paye jamais aucune rançon. En l'occurrence, pour les Américains, cet universitaire dont j'oublie le nom maintenant a été otage pendant beaucoup d'années, alors que peut-être dans le cas de Florence Oponas, etc., sa libération a été plus rapide, peut-être parce que, comme vous semblez le dire, le gouvernement français, disant qu'il ne négocie pas, négociait en sous-main avec et qu'il y avait un large... Qu'en Israël, je pense aux deux soldats israéliens, j'aime bien faire la comparaison de la Colombie et Israël, parce qu'il y a un problème particulier à la Colombie, c'est que c'est un pays très difficile d'accès. Et donc l'option militaire, en réalité, n'en est pas une. Par contre, quand on se place en Israël et qu'on connaît la force de frappe de l'armée israélienne, quand on voit la taille de la bande de Gaza, qui est un territoire relativement exigu, très petit, alors que la Colombie est un pays immense, même aux normes latino-américaines,
pourquoi l'armée israélienne n'envoie pas ses bulldozers, ses soldats, ses avions, etc., pour pilonner la bande de Gaza jusqu'à ce qu'ils retrouvent les 2 soldats qui leur manquent. Vous imaginez Parce qu'ils ne le font pas. Pourquoi ne le font-ils pas? Parce que c'est aussi très simple de cacher quelqu'un. Oui, et puis tout simplement aussi parce que le faire, ce serait libérer des cadavres. Ce serait libérer les cadavres. C'est certain. Tout ça vous dire... Peut-être aussi parce que les instances, les instances gouvernementales israéliennes espèrent négocier avec le Hamas. Israël ne vous dira jamais qu'il négocie avec le Hamas. Non, bien sûr. Non, Israël ne le dira pas, mais peut-être qu'ils le font en sous-main pour essayer de libérer ces 2 soldats. J'espère qu'ils le font en sous-main. Comme les Américains disent qu'ils ne négocient pas, comme les Français disent qu'ils ne négocient pas, personne ne négocie. Mais on trouve quand même des solutions pour libérer. Et on se doute bien, un citoyen ordinaire que vous êtes comme moi, on se doute bien qu'il y a eu... versement de rançon ou accord politique pour telle ou telle chose en vue. Négociation à propos d'otages politiques, c'est qu'il y a ce qu'on voit sur la place publique en disant on mène une négociation à un moment, comme on vient de le voir dans l'affaire Bettencourt, où maintenant il y a des négociations tout à fait officielles, mais à côté de ça, il y a un tas de choses qui se font en sous-main de manière très discrète, et je crois que c'est bien comme ça, parce qu'il faut arriver à travailler sur le long terme aussi. Bon, Ingrid Bettencourt, ça fait 6 ans qu'elle a été enlevée, quand on voit tout ce qui s'est passé, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans le monde depuis 2002, c'est quand même un laps de temps qui commence à compter. Et donc ça aussi, je crois que c'est un élément qui est intéressant à développer de la part des preneurs d'otages, c'est est-ce que la valeur temps a pour eux la même valeur que pour nous? On a un président colombien qui change en principe tous les 4 ans, parce que tous les 4 ans des élections. Eux n'en tiennent pas compte. C'est une patrie démocratique. En Colombie, la démocratie fonctionne normalement, disons, hein, oui. Mais les FARC n'ont pas du tout la même notion du temps que nous. Ils n'ont pas d'échéance électorale. Ils n'ont pas d'échéance financière non plus. Ils sont là depuis maintenant 45 ans. Ils se donnent le temps de faire les choses. Ça fait 50 ans qu'ils sont dans leur jungle. La seule chose qui compte, c'est le but à atteindre. Le temps, la notion du temps, ça n'a aucune espèce d'importance pour eux. Aucune espèce d'importance. Ils ont leur idéologie, veulent l'imposer et sont persuadés qu'un jour ils vont l'imposer. Le temps n'a aucune espèce de valeur pour eux. Ce n'est pas le cas pour les otages, ce n'est pas le cas pour nous qui sommes en dehors, où nous vivons dans une urgence quotidienne. Donc le plus ancien otage au monde, ils sont 2, ce sont 2 militaires colombiens, vont fêter leurs 10 ans de séquestration le 21 décembre prochain. Ça fait 10 ans que ces gens vivent dans une urgence quotidienne. Dans une mort qui peut arriver presque la moitié de leur vie. Le lendemain. Ils peuvent mourir le lendemain. Il peut y avoir une attaque de l'armée, il peut y avoir une attaque de mercenaires, une attaque de milices d'extrême droite. Et on sait que dans ce cas-là, les guérilleros ont ordre d'abattre les otages, comme ça s'est passé il y a quelques mois, avec 12 députés de la vallée de la Cauca. En Colombie, on a retrouvé des cadavres. Et semble-t-il, d'après les derniers renseignements qu'on a, abattu à bout portant. Je ne veux pas être un militant laïque pur et dur comme on en rencontre quelquefois, mais enfin, les FARC, ce sont des chrétiens. Ce n'est pas une position très chrétienne, me semble-t-il, de faire des otages, de faire pression sur des gouvernements en prenant des personnes qui, peut-être certaines d'entre elles, parce qu'elles ont pris des positions. Je pense à Ingrid Bettencourt, qui a pris des positions, qui était une parlementaire, pris des positions, et donc qui peut être une otage impliquée. Mais alors, il y a des tas de gens qui sont pris en otage et qui ne sont pas du tout impliqués dans les situations. Ça me paraît, mais profondément injuste et très peu chrétien, si vous me permettez de le dire. Qu'en pensez-vous? Ça semble très peu chrétien, en effet, mais c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Tout le monde sait que l'Amérique latine est très chrétienne, je dirais même catholique.
que tout le monde se revendique de la religion catholique ou au moins est chrétien, tant du côté du gouvernement, pas officiellement du côté des FARC bien entendu, puisqu'ils sont bolivaristes d'extrême gauche, mais leurs membres, oui, j'imagine qu'ils font leurs prières le soir avant d'aller se coucher. Entre chrétiens, on se dispute, on se fait des otages. On pourrait encore comprendre, encore que je n'accepte pas, mais on pourrait encore comprendre qu'un système comme le système islamiste par rapport aux chrétiens, que le système islamiste par rapport aux juifs. C'est pas la question. Tout le monde est chrétien, tout le monde est catholique. Ben donc oui. Ça, c'est quelque chose, c'est une valeur commune. Est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose de supérieur au combat politique? Ce qu'ils appellent un combat politique, ce qu'ils mettent en valeur, ce que les FARC mettent en valeur, c'est la lutte des classes. C'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu de vue en Europe depuis la chute du mur, mais c'est vraiment une lutte des classes entre les possédants et ceux qui n'ont rien, entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont jamais eu. C'est vraiment ça, et ils se revendiquent d'un marxisme pur et dur, ce que Sentier Lumineux a fait dans les années 90 au Pérou. Et Chavez est aussi, le président vénézuélien, est aussi un marxiste, je crois qu'on peut le dire. Enfin, il se réclame de la doctrine bolivarienne. Enfin, on le voit qu'il est quand même fort à gauche et qu'il est plus copain avec Castro qu'avec George Bush. Alors, mais ce sera peut-être ma dernière question. Qu'est-ce que nous, occidentaux, et vous, qui êtes impliqués dans l'action en faveur d'Ingrid Betancourt, qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de délivrer ces otages politiques? Enfin, tous les jours, j'imagine, vous êtes en train de réfléchir aux moyens unanimement, ce qu'on peut dire, c'est que il faut en parler. Il faut en parler pour éviter que, parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, le problème colombien, on l'a connu lorsque Ingrid Betancourt s'est fait enlever. Or, il était bien antérieur à son enlèvement. Voilà, et je crois qu'en disant ça, on a tout dit. La personne d'Ingrid Betancourt est un peu symbolique en quelque sorte. Elle est devenue à son corps défendant un porte-drapeau pour la Colombie, les otages colombiens, mais il est clair qu'on en parle à cause d'elle ou grâce à elle, et qu'il y a probablement d'autres situations dramatiques dans le monde dont on ne parle pas, jusqu'au jour où il y aura un occidental ou quelqu'un qui est connu en Europe qui se fera enlever. Mais on vit le village global à une époque où la médiatisation a son importance, et là elle a joué en plein en faveur des otages colombiens. Et donc continuons à en parler. Non, c'est un mouvement populaire qui vient de gens comme François, moi, qui ne sont rien, qui n'avons rien de particulier, mais qui se sont mis ensemble dans un but, dans ce cas-ci, les otages de Colombie. Moi, je n'espère qu'une chose, c'est que dans tous les cas comparables dans le monde, il y ait des gens qui se rencontrent de la même manière et commencent à faire un énorme ramdam pour que nos gouvernants ne puissent plus ignorer le problème existant. Alors, ça doit se faire. Je crois que c'est la seule solution avant l'enlèvement d'Ingrid Betancourt, comme disait François. On ne parlait pas de la Colombie. Plutôt, la Colombie, c'était le pays de la drogue et rien d'autre. Aujourd'hui, notamment grâce à ce que nous avons fait, la Colombie est devenue autre chose. Nous connaissons la face noire de la Colombie, tout ce qui se passe là-bas. Eh bien, François Van den Dries, André-Louis Dubois, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. On n'a pas pu régler, évidemment, la situation des otages politiques. Il y en a en Colombie, il y en a ailleurs. Restons attentifs et je pense que nous devons nous mobiliser pour chacun d'entre eux afin qu'ils retrouvent la liberté auquel chacun a droit. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.